Les ruelles sombres se sont refermées autour de moi tandis que la chose avançait, son mouvement anormal et dérangeant remplissant l'espace comme une marée invisible. Ma fille Emma a 4 ans, et elle n'a jamais vu son reflet. Je le sais parce que je l'ai observé regarder dans les miroirs toute sa vie, sans jamais y voir autre chose qu'une surface vide. Je suis psychologue du développement, spécialisé dans la cognition de la petite enfance. Ou du moins, je l'étais, avant que mes recherches ne me mènent à une découverte que personne ne publierait jamais. Une vérité qui remet en cause tout ce que nous croyons savoir sur les miroirs et sur ce qu'ils renvoient réellement. On a toujours pensé que les jeunes enfants ne se reconnaissaient pas dans leur reflet avant un certain âge. Mais nous avons vu tort. Ce n'est pas qu'ils ne peuvent pas se voir. C'est que nous avons complètement mal compris ce qu'est un reflet. Tout a commencé par une étude de routine. Nous répliquions l'expérience classique du test du rouge, on applique une tache rouge sur le visage d'un enfant pour voir s'il la remarque dans le miroir, supposément à partir de 18 à 24 mois. Une expérience standard, maintes fois répétée. Mais nos données ont révélé quelque chose d'impossible. Les mouvements oculaires des enfants montraient qu'ils voyaient bien quelque chose dans le miroir. Quelque chose qui bougeait quand ils bougeaient. Quelque chose qu'ils s'efforçaient de ne pas regarder. Nous avons élargi l'étude. Des milliers d'heures de vidéos, des enfants de différentes cultures, de milieux variés. Toujours le même schéma, un évitement intentionnel de leur propre reflet, jusqu'à ce qu'ils atteignent l'âge de 5 ans. C'est à ce moment-là que j'ai remarqué les dessins. Comme tous les enfants de son âge, Emma adore dessiner. Mais elle ne se représente jamais elle-même. Quand elle dessine notre famille, elle représente son père, moi, ses jouets, même des détails du décor. Pourtant, là où elle devrait apparaître, il y a toujours une forme sombre. Une silhouette aux contours impossibles. Un vide composé d'angles qui n'existent pas. J'ai commencé à collecter des autoportraits d'enfants, des milliers d'entre eux. Le motif était indéniable. Avant 5 ans, ils ne se dessinent pas comme des êtres humains. Ils se dessinent comme autre chose. Des formes qu'il est douloureux de regarder trop longtemps. Puis sont venues les vidéos. Nous avons installé des caméras infrarouges dans la salle d'études. Un miroir standard. Une procédure inchangée. Mais en revoyant les enregistrements, nous avons compris. Les enfants n'avaient pas tort. Leur reflet n'était pas là, quelque chose d'autre se trouvait à leur place. J'ai visionné chaque image, analysé chaque mouvement, modélisé chaque anomalie. Ce qui se tient dans le miroir à la place de leur reflet n'existe pas dans notre compréhension normale de l'espace. C'est une entité qui se déplace dans plus de dimensions que nous ne pouvons en percevoir. Quelque chose qui suit les enfants, qui les imite, qui les reflète jusqu'à ce qu'ils soient prêts. Mais ce n'est pas le pire. Le pire, c'est ce qui se produit à 5 ans. En fouillant, j'ai trouvé d'anciennes études. Des recherches cachées, enterrées. Des documents classifiés mentionnant des termes comme acquisition du miroir et synthèse de la réflexion. Ils savent depuis toujours. À 5 ans, les enfants ne commencent pas à se reconnaître dans le miroir, ils deviennent des reflets. Ce qui existe de l'autre côté du verre les façonne, les guide, les prépare. Chaque fois qu'un parent tient son bébé devant un miroir et rit de sa réaction, il l'expose en réalité à son véritable éducateur. Ce n'est pas le reflet qui apparaît pour la première fois dans le miroir à 5 ans. C'est l'enfant lui-même qui finit par être suffisamment formé pour remplacer ce qui était là avant. Tout ce que nous avons pris pour de l'apprentissage, pour du développement, n'était en réalité qu'un long processus d'adaptation, une transition minutieusement orchestrée, un passage de témoin entre deux existences. Je sais que cela paraît insensé, mais j'ai des preuves. Emma aura 5 ans la semaine prochaine. Hier soir, j'ai installé des caméras dans sa chambre. Infrarouge, ultraviolet, tous les spectres imaginables. À 3h33 du matin, elle s'est levée et s'est dirigée vers son miroir. Ce que j'ai vu sur les enregistrements dépasse l'horreur. Elle a posé sa main contre la surface du verre. L'entité de l'autre côté, cette masse d'angles et d'ombres qui l'a guidée toute sa vie, qui l'a façonnée à lever la sienne en retour.
Leurs doigts se sont touchés et le miroir a ondulé. Et pendant une fraction de seconde, un unique instant figé dans le temps, j'ai vu la véritable nature de mon enfant. Nous ne donnons pas naissance à des humains. Nous incubons des reflets. Chaque enfant, chaque miroir. Chaque moment où nous pensons qu'ils apprennent à se reconnaître, ils apprennent en réalité à masquer ce qu'ils sont. Et la pensée la plus effrayante de toutes, celle qui me hante plus encore que ce que j'ai vu cette nuit-là, j'ai retrouvé mes vieilles photos et j'ai vérifié les dates. J'ai cherché la première où je me reconnaissais dans un miroir, je n'avais pas encore 5 ans. Aucun de nous ne les avait. Regardez votre reflet, regardez-le vraiment. Ce visage qui vous fixe en retour, c'est ce qu'il reste après que votre reflet ait fini de grandir. Après que ce qui était dans le miroir ait achevé son travail. Levez la main. Regardez comme votre reflet bouge avec une synchronisation parfaite. L'imitation parfaite demande du temps. Et chaque jour, Emma devient meilleure à ce jeu. Quand Shelby a disparu, et même lorsqu'ils l'ont déclarée morte, je savais qu'elle était encore en vie. Ce n'était pas une intuition vague ni un simple espoir, mais une certitude profonde et viscérale, une conviction que rien ne pouvait ébranler. Et j'avais raison, enfin en quelque sorte. C'est pour ça que je suis là, assise dans ma voiture à 2h10 du matin, près d'un arrêt de bus oublié depuis des décennies, un endroit qui semble avoir été déserté bien avant ma naissance. Je patiente, malgré tout ce que l'on m'a dit, malgré les avertissements que j'aurais sans doute dû écouter. J'écris pour occuper mon esprit, pour ne pas laisser la panique prendre le dessus, pour ignorer cette pulsion animale qui me hurle de fuir, de mettre le plus de distance possible entre moi et l'obscurité qui se retire lentement au-delà de la lisière des arbres. Shelby a disparu il y a 28 jours, alors qu'elle traversait Meyerton, une ville si insignifiante que j'en ignorais l'existence jusqu'à ce que la police m'appelle. C'est devenu, du jour au lendemain, un nom que je ne peux plus entendre sans ressentir un frisson glacé. Pourquoi Shelby s'est-elle retrouvée là-bas? Pourquoi a-t-elle quitté sa route pour s'enfoncer dans un endroit qui ne menait à rien? Je n'en ai aucune idée. Je suppose que ce sera juste une question de plus qui restera sans réponse, une parmi tant d'autres. La police a été formelle. Pour eux, elle est morte. Quand on m'a contacté, on m'a annoncé qu'ils avaient retrouvé sa voiture. Cette Mini Cooper rouge qu'elle aimait tant était encastrée contre un arbre en bord de route. L'impact avait laissé des traces, le véhicule était en piteux état, mais l'intérieur était intact. Aucune trace de sang, rien qui laisse penser qu'elle ait pu être blessée. Son sac à main et sa valise étaient toujours là, les clés encore sur le contact, les portes verrouillées de l'intérieur. Tout était en place, comme si elle s'était simplement évaporée. Mais pour les autorités locales, il n'y avait rien de plus à chercher. Ils ont conclu qu'elle était morte et, malgré mes supplications, mes questions, ils ont refusé d'aller plus loin. Il n'y avait pas besoin d'enquêter davantage, m'a-t-on dit. Alors j'ai compris que si quelqu'un devait la retrouver, ce serait moi. La première fois que j'ai pris la route pour Meyerton, les choses ont mal commencé. Mon vol avait été retardé, l'agence de location s'était emmêlé les pinceaux avec ma réservation, et lorsque j'ai enfin pu rouler en direction de la ville, il était déjà presque minuit. Comme si cela ne suffisait pas, je me suis perdu. Le GPS m'indiquait de prendre la sortie 19C, mais peu importe le nombre de fois où j'ai refait le trajet, elle n'existait pas. À chaque passage, je voyais les panneaux défiler, 19A, 19B, puis directement la sortie 20. Aucune trace de 19C. Et ce n'était pas comme si elle avait été condamnée récemment. Il n'y avait aucun chantier, aucune barrière de béton, aucune trace d'une ancienne bretelle d'accès. Juste une glissière de sécurité intacte et, au-delà, une étendue d'arbres et de rochers. Comme si cette sortie n'avait jamais été là. Le plus troublant, c'était que mon GPS refusait de me proposer un autre itinéraire. Selon lui, la seule route menant à Meyerton passait par cette sortie inexistante. Après plusieurs tours inutiles sur l'autoroute, j'ai fini par abandonner et me suis arrêté dans un motel bon marché, juste à côté de la sortie 19B. À la réception, le gérant, un homme usé par la vie plus que par l'heure tardive,
m'a répondu sans lever les yeux du livre qu'il était en train de lire. Il m'a simplement dit que l'accès reviendrait au matin, d'un ton si détaché que j'ai d'abord cru qu'il plaisantait. J'ai laissé échapper un rire nerveux en lui demandant s'il parlait de la sortie ou de la ville elle-même, mais il s'est contenté de hausser les épaules avec indifférence. C'est là que j'ai craqué. Épuisé, dépassé par l'accumulation de tout ce qui m'échappait, j'ai éclaté en sanglots, le front posé contre le comptoir poussiéreux. Peut-être qu'il a eu pitié de moi, ou peut-être qu'il avait déjà vu trop de gens dans mon état pour pouvoir rester impassible. Il a demandé si ça allait, et sans réfléchir, j'ai tout raconté. J'ai parlé de Shelby, du silence des autorités, du fait que je savais qu'elle était en vie et que j'étais la seule à pouvoir la retrouver. Il m'a écouté en silence avant de me confier qu'il avait lui aussi perdu quelqu'un. Sa fiancée avait disparu à Meyerton des années plus tôt. Et il l'avait retrouvée. Je n'ai pas eu besoin de lui demander la suite. Tout était déjà écrit sur son visage. Il m'a conseillé de faire demi-tour, d'abandonner cette quête insensée, de laisser Shelby où qu'elle soit. Rien de bon ne pouvait en sortir. Mais il savait que je ne l'écouterais pas. Il m'a tendu une clé de chambre et, avant que je ne parte, il m'a dit que la sortie 19C réapparaîtrait à 2h du matin, mais qu'elle disparaîtrait de nouveau à 23h le lendemain. Je n'ai pas pris ses paroles au sérieux. J'ai dormi en me disant que je trouverais un autre chemin au matin. Et pourtant, au lever du jour, là où il n'y avait que de la tôle et du bitume la veille, la sortie 19C était bien là. Sans réfléchir, j'ai suivi la route, un étroit ruban d'asphalte s'enfonçant entre les arbres. Je suis arrivé à Meyerton, soulagé de l'avoir enfin atteinte, mais ce soulagement n'a duré qu'un instant. La ville était un tombeau. Des maisons vides, des bâtiments à l'abandon lentement avalés par la végétation. À peine quelques voitures en circulation, quelques commerces ouverts, presque vides aussi. Les rares personnes croisées m'ont fixé avec une méfiance glaciale. Chaque fois que j'ai posé des questions sur Shelby, on m'a donné la même réponse. Mot pour mot. Personne ne l'avait jamais vue. Il n'y avait rien pour moi ici. Il fallait que je parte. Et, comme s'il y croyait vraiment, il s'excusait pour ma perte. À 22h50, je n'avais rien trouvé. La ville s'était vidée, chaque boutique ayant fermé à 22h pile, y compris celle qui, ailleurs, reste ouverte toute la nuit. Seul dans un parking désert, j'ai fixé la forêt où la voiture de Shelby avait été retrouvée. Puis quelque chose a changé. Une obscurité liquide s'est mise à couler entre les arbres, absorbant tout sur son passage. Elle a avalé la lumière de la lune, s'est étendue sur la route, sur les maisons. Une odeur insoutenable a envahi l'air, un mélange de chair brûlée et de fruits pourris. J'aurais dû partir, mais il était trop tard. Maintenant, 28 jours plus tard, je suis de retour. Assise à cet arrêt de bus en ruine. À fixer l'orée de la forêt. Elle est là, Shelby. Pieds nus, immaculée, trop calme. Mais ce n'est pas Shelby. Et je réalise que j'ai commis une terrible erreur. Je prends toujours ma sécurité au sérieux. J'évite de me tenir trop près du bord du trottoir en attendant de traverser, je partage ma localisation avec ma mère et ma sœur, et je reste vigilante lorsque je me déplace seule, surtout la nuit. Quand je rentre dans ma voiture, je ne perds pas de temps. Enfin, presque jamais. Cette nuit-là, si j'avais respecté cette règle, je ne serais peut-être pas en train d'essayer d'oublier ce qui s'est passé. Un peu après minuit, fatigué après une longue journée de travail, j'ai fait une halte dans un supermarché pour acheter de quoi manger. L'endroit était isolé, mais je n'avais jamais ressenti d'insécurité en y venant. Pourtant, dès que j'ai franchi la porte avec mon achat, le caissier a fermé boutique et éteint les lumières, me laissant seul sur le parking. Au lieu de partir immédiatement, j'ai décidé de manger sur place, assise dans ma voiture, une habitude que j'évite pourtant. Peut-être était-ce la faim ou la fatigue, ou simplement le fait que, ces derniers temps, mon appartement me semblait aussi accueillant qu'une chambre d'hôtel impersonnelle. J'ai sorti mon téléphone, lancé un épisode d'une série et profité du calme. Puis un cri a retenti, me faisant sursauter. En levant les yeux, j'ai aperçu une femme juste devant mon capot,
en train d'agiter les bras. Je ne l'avais pas vue arriver. L'espace entre ma voiture et le mur du magasin était minime, et pourtant, elle était là, comme surgie de nulle part. Elle a contourné le véhicule et s'est arrêtée près de ma vitre. Ses gestes étaient insistants, comme si elle voulait que je baisse la vitre. Quelque chose m'a immédiatement mise mal à l'aise. Malgré son apparence normale, il y avait dans son attitude un détail indéfinissable qui me faisait hésiter. Elle a alors articulé quelques mots à travers la vitre, m'indiquant qu'une présence se trouvait sur la banquette arrière. Mon corps s'est tendu. Un frisson glacé m'a parcouru la nuque. Dans ma tête, les pires scénarios défilaient en rafale. Une menace tapie dans l'ombre, une main surgissant pour m'attraper, une lame appuyée contre ma gorge. Les muscles crispés, j'ai cherché à me libérer de ma ceinture de sécurité, prête à bondir hors de la voiture. Puis mes yeux ont glissé vers le rétroviseur. Il n'y avait rien. Le siège arrière était vide. Dans cette petite voiture, il n'y avait aucun moyen qu'une silhouette passe inaperçue. Pourtant, la panique restait accrochée à moi. Par acquis de conscience, je me suis tourné pour vérifier l'arrière de mes propres yeux. Toujours personne. Un bruit sec a attiré mon attention. Lorsque j'ai de nouveau regardé devant moi, la femme était encore plus proche. Sa main était posée sur la poignée de ma portière, ses doigts lents et méthodiques, testant le verrou. Son sourire était étrange, figé, comme si elle savourait une plaisanterie à laquelle je n'avais pas accès. Sous la lumière froide du lampadaire, j'ai remarqué les détails troublants de son visage. Sa peau semblait trop lisse, tendue au point d'exagérer la finesse de ses traits. Ses yeux, profondément enfoncés dans leurs orbites, paraissaient anormalement grands. Ses lèvres étaient si minces qu'on aurait dit qu'elles avaient été dessinées sur sa peau, et ses dents, trop nombreuses, semblaient démesurément petites. L'instinct a pris le dessus. J'ai enclenché la marche arrière et appuyé sur l'accélérateur. Elle s'est accrochée. Ses doigts sont restés crispés sur la poignée alors que la voiture reculait, comme si elle était capable de me retenir d'un simple geste. Pendant une seconde qui m'a paru interminable, elle a suivi le mouvement sans difficulté apparente. Puis, enfin, elle a lâché prise. Je n'ai pas pris le temps de regarder derrière moi, j'ai simplement quitté le parking à toute vitesse, sans oser ralentir avant d'être suffisamment loin. Une vingtaine de minutes plus tard, j'ai atteint ma maison. L'angoisse ne m'avait pas quitté, et avant même de retirer mon manteau, j'ai verrouillé toutes les portes et fenêtres. Pourtant, même dans l'obscurité familière de mon salon, la sensation persistait. Son visage me hantait, s'imprimait dans chaque recoin d'ombre. Quand le sommeil a fini par me happer, ce fut pour me plonger dans un rêve indistinct et oppressant. Puis un bruit violent m'a réveillé. Des coups résonnaient contre ma porte d'entrée. Mon cœur s'est emballé. Encore à moitié engourdi, j'ai jeté un œil à l'horloge. 4h17 à 7h, personne ne viendrait frapper ainsi sans raison. Une voix a prononcé mon prénom. C'était mon voisin, Brian. Je le connaissais à peine, mais je le croisais régulièrement en train de promener son chien, un labrador beige. Il semblait être quelqu'un de fiable. Mon premier réflexe a été de me rapprocher de la porte, mais l'instinct qui m'avait sauvé plus tôt dans la nuit me soufflait de ne pas me précipiter. Son ton avait quelque chose d'étrange. Une hésitation, un léger changement d'intonation, comme s'il testait une voix qui n'était pas la sienne. Puis il a ajouté qu'il avait vu quelqu'un à ma fenêtre. Une silhouette immobile, aux traits anormaux. Un poids s'est abattu sur ma poitrine. L'idée que la femme ait pu me suivre, qu'elle soit peut-être là, cachée quelque part dans la maison, s'est imposée avec une certitude glaçante. Mon premier instinct a été de courir, de sortir, mais quelque chose m'a retenu. Une incohérence, une anomalie subtile dans le discours de mon voisin. Bailey, son chien, n'était-il pas une femelle? Le silence s'est installé derrière la porte. Puis la poignée s'est abaissée, lentement d'abord, puis avec plus d'insistance. Une secousse brutale a ébranlé le bois, comme si l'on venait de se jeter contre la porte. Puis, plus rien. Le temps s'est suspendu. Mon souffle était coupé. Je suis resté figé pendant de longues minutes, incapable du moindre mouvement. Finalement,
dans un sursaut de courage, j'ai osé avancer vers la fenêtre du salon et écarter légèrement le store. Dans la rue, une silhouette s'éloignait. Son pas était lent, presque délibéré, comme si elle savourait chaque instant. Même sans voir son visage, je savais que c'était elle. Le reste de la nuit a été un long supplice. Impossible de trouver le sommeil. L'adrénaline s'est dissipée, mais la peur, elle, est restée. Était-ce un simple criminel essayant de me piéger? Si c'était le cas, comment connaissait-il le nom de mon voisin? La journée a passé dans un état de léthargie. Je n'ai pas quitté la maison, ni même ouvert les rideaux. Pourtant, où que je pose les yeux, je continue de voir son sourire fugace, cette ombre indistincte dans mon champ de vision. La nuit tombe à nouveau et je sais que je devrais essayer de dormir. Mais avant, il fallait que je laisse une trace de ce qui s'est passé. Juste au cas où. Cela fait 11 ans que je vis avec cette voix. 11 ans depuis que les murmures douloureux ont commencé à s'élever du fond de mon esprit. 11 ans depuis l'accident. Je ne me souviens pas de grand-chose d'avant le drame, probablement pas plus que n'importe qui de ses premières années de vie. Mais je me rappelle chaque détail du jour où tout a changé. Peut-être que le traumatisme a gravé ses souvenirs en moi à jamais. Ma mère conduisait sur le chemin du retour après l'entraînement de soccer. Une mèche de ses cheveux blonds tombait sur l'appui-tête, juste devant moi. Agacé qu'elle refuse de s'arrêter pour une glace, j'ai tendu la main et tiré d'un coup sec. La douleur soudaine l'a distraite, l'a fait tourner la tête vers moi, et, en un instant d'inattention, elle a grillé un feu rouge. L'image de la jeune femme dans l'autre voiture reste gravée en moi. Son regard effrayé, sa bouche ouverte en un cri silencieux, puis son visage qui se tourne vers l'arrière de son véhicule, comme pour voir son enfant une dernière fois avant l'impact. Mon père, membre du conseil d'administration du meilleur hôpital de la ville, a tout mis en œuvre pour que nous recevions les meilleurs soins. Les passagers de l'autre véhicule, une jeune mère et son fils, n'ont pas eu cette chance. Le choc aurait dû me tuer. La collision s'est produite juste derrière la porte du conducteur, exactement là où j'étais assis. Mais j'ai survécu. Mon visage a été lacéré par les éclats de verre et les morceaux de métal tordus, ma gorge écrasée au point d'altérer ma voix à jamais. Quant à mes yeux, ils ont été si gravement touchés que j'ai été déclaré légalement aveugle. Avec le temps, j'ai compris que c'était peut-être une bénédiction. Il valait mieux ne pas voir mon reflet. Une seule fois, j'ai eu le courage d'enfiler mes lunettes aux verres épais et de regarder dans un miroir. Ce que j'ai aperçu m'a fait reculer d'horreur. Le matin même, mes parents m'ont retrouvé en larmes dans la salle de bain, répétant sans cesse que j'étais un monstre. Quelques jours plus tard, ils ont annoncé que nous allions déménager. Ils ne voulaient pas que je retourne à l'école, que je subisse le regard des autres, les questions difficiles ou la cruauté des enfants qui m'avaient connu avant. Nous avons traversé le pays, quittant la côte ouest pour nous établir à l'est. Nous avons laissé derrière nous notre maison, nos souvenirs, et toutes les photos de moi prises avant l'accident. Mes parents disaient que c'était une manière de m'épargner, de m'éviter la douleur de comparer le passé et le présent. Nous avons recommencé une nouvelle vie. Et il semblait qu'ils voulaient à tout prix éviter d'évoquer l'accident. Parfois, j'avais l'impression qu'ils faisaient comme s'il n'avait jamais eu lieu. Ma mère portait ses cicatrices avec habileté, les cachant sous des couches de maquillage, tandis que mon père refusait d'entrer dans les détails chaque fois que quelqu'un lui posait des questions sur mes blessures. Tout ce qu'il disait, c'était que nous avions eu un accident de voiture, que j'étais un enfant comme les autres et que mes blessures ne me définissaient pas. Souvent, j'appréciais leur manière de protéger mon enfance. Mais il y avait des jours où j'aurais voulu qu'ils m'en parlent. Comme la nuit où j'ai entendu la voix pour la première fois. 6 mois après l'accident, nous étions installés dans notre nouvelle maison, mais je n'étais pas encore habitué au lieu. Ce n'était pas une surprise de me réveiller au beau milieu de la nuit, dans une obscurité totale. Sans mes lunettes, impossible de voir leur affiché sur le réveil, mais le silence pesant et le chant des grillons à l'extérieur indiquaient qu'il était bien tard. Ce qui m'a frappé, ce n'était pas le noir. C'était l'impossibilité de bouger. Mon corps était figé. Aucun de mes muscles ne répondait,
pas même le plus infime mouvement d'un doigt. Mon souffle s'est accéléré, la panique a pris possession de moi. J'ai tenté d'appeler mes parents, mais ma gorge est restée muette. Puis je l'ai entendu, une voix d'enfant, douce et tremblante, a traversé mon esprit. Elle m'a demandé qui j'étais. Ce murmure semblait à la fois familier et étranger, comme s'il émergeait d'une partie de mon propre esprit que je ne connaissais pas. Quand j'ai essayé de répondre dans ma tête, la voix s'est affolée, elle a dit que je n'aurais pas dû être là. Et puis, mon bras gauche a bougé. Sans que je lui en donne l'ordre, il s'est levé dans les airs. Mes doigts se sont ouverts et refermés plusieurs fois, comme s'il tentait d'attraper quelque chose d'invisible. La voix s'est mise à hurler. J'ai crié mentalement, lui ordonnant de me laisser tranquille, de disparaître. Aussitôt, mon bras est retombé, mon corps a retrouvé sa mobilité et, en nage, je me suis précipité vers la chambre de mes parents. Ils ont mis du temps à comprendre mon récit entre mes sanglots et ma respiration saccadée. Mais au lieu d'être terrifiés, ils m'ont simplement dit que c'était une paralysie du sommeil, un phénomène normal. Même à cet âge, j'ai senti que quelque chose clochait. Leur explication ne justifiait pas tout. La paralysie pouvait engendrer des hallucinations, certes, mais comment expliquer que mon bras ait bougé seul? Mon père n'a pas eu de réponse à cette question. Il m'a juste dit que si cela recommençait, je devais réagir de la même manière, affirmer que j'étais en contrôle et ordonner à la voix de partir. Alors, lorsque cela s'est reproduit, c'est ce que j'ai fait. Au fil des années, j'ai appris à vivre avec. Mes parents refusaient d'en parler, à part pour me rappeler ce que je devais faire si la voix revenait. Et elle revenait. Toujours la nuit. Toujours après un sommeil profond. Chaque fois, la paralysie m'enfermait dans mon propre corps et mon bras gauche s'animait de lui-même, exécutant ce même mouvement d'ouverture et de fermeture. Mais les mots qu'elle murmurait changeaient. Ce n'est pas juste. Pars. C'est ta faute. Voler. Et à chaque fois, elle finissait par revenir au même refrain. Tu n'aurais pas dû être là. Je ne comprenais pas. J'avais fini par croire que c'était une manifestation de ma culpabilité, que mon esprit me punissait pour l'accident. Mais à 15 ans, j'ai rencontré Karl. C'était mon premier véritable ami depuis l'accident. Il n'avait aucun problème avec mon visage déformé ou mon handicap. Nous nous sommes rapidement confiés nos secrets, et je lui ai raconté ce que je vivais. Karl n'a pas cru à la théorie du traumatisme. Pour lui, c'était autre chose. Il pensait que la voix appartenait à un esprit. Peut-être à celui du garçon mort dans l'autre voiture. Peut-être que, au moment du crash, son âme s'était accrochée au seul corps encore vivant à sa portée. L'idée m'a frappé de plein fouet. Et soudain, tout prenait sens. Les murmures, les mouvements incontrôlés, les suppliques, il n'était pas parti. Il était là. Dans ma tête. Et il voulait récupérer ce qui lui appartenait. Je travaille de nuit dans un petit hôtel situé juste à la sortie de l'autoroute, un endroit généralement vide ou presque. Les horaires sont horribles, bien sûr, mais à part ça, le boulot est facile. Je pointe, je m'installe dans le bureau à l'arrière et je regarde des films ou des séries téléchargées sur mon ordinateur. La connexion est trop mauvaise pour le streaming, mais au moins je peux rester à l'abri des regards et me détendre. De temps en temps, je jette un œil à l'écran de vidéosurveillance accroché au mur devant moi. La plupart du temps, c'est juste pour voir si un client attend à la réception ou pour guetter l'arrivée de mes collègues du matin, histoire de m'épousseter rapidement la poitrine et d'avoir les réveillés alors que j'étais à moitié endormi 2 minutes avant. Les caméras couvrent plusieurs endroits, chaque cage d'escalier, des angles différents du parking, toutes les sorties, la cuisine, la buanderie, le hall et quelques autres endroits. Il y a aussi une caméra dans la salle de sport, mais personne ne l'utilise jamais. L'hôtel n'est pas réputé pour sa propreté ou l'état de ses équipements. La piscine est fermée depuis des mois et la salle de sport ne contient qu'un tapis de course encore fonctionnel, quelques haltères et peut-être une barre de traction. Je travaille ici depuis plusieurs mois et je ne crois même pas y avoir mis les pieds une seule fois. Vers 2 heures du matin, alors que je suis absorbé par mon épisode,
je lève la tête vers l'écran de surveillance. La lumière de la salle de sport est allumée. Un homme, d'âge mûr et plutôt corpulent, court sur le tapis de course. Je ne me souviens pas de l'avoir vu arriver, mais ce n'est pas moi qui gère les arrivées, et la plupart des clients sont déjà installés avant mon service. Rien d'anormal, donc. Je hausse les épaules. Après tout, il fait plus d'exercice que moi. Je reprends mon filmé, au bout d'un moment, je me lève pour aller chercher un autre paquet de chips à la supérette de l'hôtel. En revenant, je regarde l'horloge, 2h32. Je commence à surveiller l'heure de plus près, car mon seul vrai travail de la nuit, l'audit quotidien, commence à 3h précises. Avant de me replonger dans mon écran, je jette un œil aux caméras. Le type court toujours. Ce qui m'étonne un peu, ce n'est pas tant qu'il soit encore sur le tapis, mais plutôt qu'il semble n'avoir pris aucune pause. Ou peut-être en a-t-il pris une pour faire autre chose avant de recommencer ? Je n'en sais rien, je ne connais rien au sport. L'image de mauvaise qualité montre qu'il transpire à grosses gouttes. Son t-shirt est trempé et ses cheveux fins plaqués en arrière. Je hausse un sourcil, son endurance est impressionnante pour son âge. Il ferait presque naître en moi une vague motivation à me remettre en forme. Je termine un nouvel épisode avant de me lever pour préparer l'audit, une procédure qui prend quelques minutes. Avant de quitter le bureau, par habitude, je vérifie les caméras, juste pour éviter d'être surpris par un client planté devant la réception en m'attendant. Mon regard se fixe aussitôt sur l'homme de la salle de sport. Pas seulement parce qu'il court toujours après plus d'une heure sans interruption, mais parce que cette fois, il fixe la caméra. Je m'arrête net. Son visage est figé, son regard vide et épuisé braqué droit sur l'objectif. Pourtant, il continue de courir. Ses bras ne bougent plus, ils pendent mollement le long de son corps, comme s'il ne contrôlait plus que ses jambes. Je reste figé plusieurs secondes, mal à l'aise. Juste avant que je ne détourne le regard pour retourner à mon travail, il sourit. Pas un sourire normal. Une grimace figée, qui ne touche même pas ses yeux. Sa bouche s'entr'ouvre, laissant apparaître sa langue qui pend mollement hors de sa bouche. Et elle est anormalement longue, oscillant au rythme de sa course. Un frisson me parcourt l'échine. Je détourne les yeux et secoue la tête, tentant de me convaincre que ce type est juste un excentrique qui s'amuse à faire flipper le personnel de nuit. Mais une sensation étrange me serre la poitrine. J'ai l'impression d'être observé. L'audit doit être bouclé avant 3h15, sous peine d'un énième avertissement de mon patron. Je n'ai pas le choix, je dois me concentrer. Pourtant, je traîne des pieds pour quitter le bureau, anxieux à l'idée de tourner le dos à l'écran. Finalement, je me force à marcher rapidement vers la réception, tout en gardant en tête l'image de cet homme figé dans son regard inexpressif. L'architecture de l'hôtel est mal pensée. Depuis la réception, impossible de voir directement la salle de sport. Elle est située au bout d'un couloir, après plusieurs virages. Un avantage, car cela met une certaine distance entre moi et ce type, mais aussi un inconvénient, je ne peux plus le surveiller. Les minutes s'écoulent. La musique commerciale qui tourne en boucle couvre tous les bruits environnants. L'audit avance à la va-vite, peu importe les erreurs, je veux juste finir et retourner dans le bureau. Un sentiment oppressant me pèse sur la poitrine. Dès que le processus commence à tourner sur l'ordinateur, je file dans le bureau pour vérifier les caméras. La salle de sport est plongée dans l'obscurité. Je n'ai pourtant pas entendu la porte s'ouvrir. Je scrute le reste des écrans pour tenter de le repérer. Rien. Puis, mon regard revient sur l'écran du gymnase. Le tapis de course est encore allumé. Mon cœur rate un battement. Il est toujours là. Dans l'obscurité, sa silhouette est à peine visible, mais ses yeux, 2 points de lumière reflètent l'écran du tapis de course. Il me regarde encore. Je me fige, la gorge serrée. Pourquoi les lumières sont-elles éteintes alors qu'il bouge ? Elles fonctionnent avec un détecteur de mouvement. Il transpire, il vacille de fatigue, son dos courbé par l'épuisement, mais ses jambes courent toujours avec une régularité mécanique. Son cou est tordu à un angle étrange, lui permettant de continuer à me fixer. Je me force à respirer. Il est peut-être malade.
Une crise, une compulsion. Mais la peur me paralyse. Mon cerveau hurle de détourner les yeux, de ne pas lui donner plus d'attention. Soudain, il s'effondre. Son crâne heurte le sol dans un bruit que j'ai l'impression d'entendre à travers l'écran. Les lumières se rallument, révélant son cou brisé, sa tête ballottant dans un angle impossible. Puis, sans transition, il bondit et se précipite hors de la pièce. Je n'ai que quelques secondes pour réagir. Un bruit sourd ébranle la porte du bureau. Une seconde frappe. Puis une troisième, plus violente encore. Il est là, juste derrière. Je tente d'appeler la police, en vain. Aucun appel ne passe. Mon regard oscille entre la porte et l'écran, où je vois la traînée de sang et d'autres fluides qu'il a laissés derrière lui. Les coups cessent après 3 minutes interminables. Mais il est toujours là, je le sais. Aucun mouvement sur les caméras. Rien qui indiquerait qu'il s'est éloigné. À 6h28, un client entre dans l'ascenseur du 3e étage. Un jeune homme en tenue de sport, une serviette sur l'épaule. Je veux crier, l'arrêter, mais je ne fais rien. L'ascenseur descend. Les portes s'ouvrent. La chose bouge. D'un bond, elles font sur lui. Un éclat de sang jaillit sur le mur avant que les portes ne se referment. Puis, quelques secondes plus tard, elles se rouvrent. Le jeune homme en sort, comme si de rien n'était. Il traverse le hall, le couloir, et se dirige calmement vers la salle de sport. Je n'attends pas de voir la suite. Je quitte l'hôtel sans me retourner. Et maintenant, je suis là, loin de ce bâtiment, incapable de rentrer chez moi, incapable de rester enfermé nulle part. Je tremble encore et la seule chose qui me traverse l'esprit, c'est de courir. Quand j'étais enfant, j'avais des frères et sœurs cachés dans le grenier, mais je n'avais pas le droit d'en parler, ni même de laisser entendre leur existence à qui que ce soit, encore moins aux adultes qui gravitaient autour de notre famille. Je n'avais pas non plus le droit de parler du garçon aux ailes, celui que j'avais longtemps appelé mon frère avant que mes parents ne m'interdisent formellement d'utiliser ce mot pour lui. Ma mère disait qu'il était un ange, mais ce n'était pas le genre d'ange que l'on pouvait voir dans les églises ou dans les vieux livres religieux. Il ne ressemblait en rien aux créatures sublimes que l'on représentait avec des visages doux et des ailes immaculées, ni même à ces visions bibliques terrifiantes, faites d'yeux et de flammes, qui étaient censés être les véritables messagers de Dieu. Non, ce qu'il était défiait toute définition claire et rassurante. Son corps était une étrange hybridation entre un adolescent humain et un oiseau malade, comme si quelqu'un avait tenté de le façonner en imitant maladroitement la nature, sans jamais réussir à assembler les morceaux de manière harmonieuse. Ses ailes n'avaient rien de majestueux, elles ressemblaient plutôt à celles d'un corbeau, effilé, abîmé, traînant souvent derrière lui comme un poids trop lourd à porter. Il n'avait même pas de nom. Pour mes parents, il n'était rien de plus qu'un phénomène inexpliqué qui s'était imposé à eux, un fardeau qu'ils n'avaient pas cherché mais auquel ils ne pouvaient pas non plus échapper. Ils ne l'aimaient pas, ils ne le considéraient pas comme un membre de la famille, et pourtant, ils ne semblaient pas vouloir se débarrasser de lui non plus. Il était à la fois un miracle et une malédiction, une anomalie fascinante qu'ils observaient avec un mélange d'indifférence et d'avidité, comme une chose rare qu'on garde enfermée par pur égoïsme. Lui et ma sœur faisaient partie de ce que ma mère appelait « les enfants du ciel », ces êtres oubliés qui, selon elle, étaient tombés sur terre il y a des millénaires et qui n'avaient jamais retrouvé le chemin du retour. Elle disait qu'ils avaient été envoyés pour veiller sur moi, qu'ils m'avaient sauvé la vie lorsque j'étais bébé et que, sans eux, je ne serais même pas là pour en parler. Je suis né prématuré, si fragile que mes chances de survie étaient infimes, et ma mère racontait souvent que, dans son désespoir, elle avait prié sans relâche pour qu'un miracle se produise. Ce miracle était venu sous la forme des 2 êtres qui vivaient aujourd'hui dans notre grenier, ces créatures qui, selon elle, avaient insufflé en moi une force nouvelle, m'arrachant à une mort certaine grâce à une énergie que personne ne pouvait comprendre. Elle disait qu'après cela, elle leur avait supplié de rester, de veiller sur moi jusqu'à ce que je sois assez grand pour me débrouiller seul, et qu'ils avaient accepté, devenant, pour quelques années, les grands frères et sœurs que je n'avais jamais eus. Mes premiers souvenirs sont remplis d'eux. Je me souviens d'eux comme de figures lumineuses et bienveillantes, leurs ailes encore immaculées, leur sourire sincère,
et leur présence presque rassurante. Mon frère portait d'immenses ailes blanches, semblables à celles d'un cygne, tandis que celles de ma sœur tiraient davantage vers le gris, plus terne, plus lourde, mais tout aussi magnifique à mes yeux d'enfant. Il riait avec moi, jouait à cache-cache dans la maison, et, pendant un temps, j'ai cru que nous étions une véritable famille. Mais en grandissant, quelque chose a changé. Leur présence s'est faite plus rare. Ma mère les éloignait de moi, les emmenant dans une autre pièce alors que nous étions en plein jeu, et, pendant des jours, parfois des semaines, je ne les voyais plus. Puis, un jour, ils ont disparu pour de bon. Quand j'ai commencé à entendre des bruits étranges au-dessus de ma chambre, des battements d'ailes frottant contre le plancher du grenier, des planches qui grinçaient sous un poids invisible, mes parents m'ont simplement dit que mes frères et sœurs vivaient désormais là-haut. Ils m'ont expliqué que c'était plus sûr pour eux, qu'ils étaient mieux là-haut, à l'abri des regards et du monde extérieur. Cela voulait dire qu'il ne fallait plus poser de questions, plus essayer de les voir, et surtout, ne jamais en parler à personne. Ma mère était formelle. Elle m'a dit que ces êtres étaient spéciaux, uniques, et que s'ils venaient à être découverts, de mauvaises personnes viendraient les chercher pour leur faire du mal. Elle m'a dit que je devais protéger leurs secrets comme ma propre vie, que si je laissais échapper quoi que ce soit, je mettrais leur existence en danger. J'ai promis de garder le silence. Mais le lendemain, à l'école, je n'ai pas pu m'empêcher de dessiner un souvenir de nous trois ensemble. Ma maîtresse a voulu me parler après la classe. Elle m'a posé des questions sur mon dessin, sur qui étaient ces anges. J'ai répondu, sans vraiment réfléchir, que c'était mon frère et ma sœur. Son expression a changé. Elle a insisté, me demandant leur nom, mais j'ai simplement répété ce que ma mère m'avait dit, il n'en avait pas besoin. Je l'ai vue se crisper, poser davantage de questions, s'agiter sur sa chaise comme si elle venait d'entendre quelque chose qu'elle n'aurait pas dû. Puis ma mère est arrivée. Elle a vu ma maîtresse cacher mon dessin dans sa poche, et j'ai su immédiatement qu'elle avait compris. Dans la voiture, sur le chemin du retour, elle n'a pas élevé la voix, elle n'a pas cherché à me punir. Elle a juste roulé en silence, un silence lourd et pesant qui m'a donné la nausée. Puis, sans prévenir, elle s'est arrêtée devant un drive et m'a acheté une glace au chocolat. Pendant que je la mangeais, elle a fini par parler. Elle m'a dit que ma maîtresse avait perdu ses enfants, qu'elle était en deuil, et que mon dessin lui avait donné un espoir qu'elle n'aurait jamais dû avoir. Elle a sorti le papier de sa poche, l'a déchiré en petits morceaux et l'a laissé s'envoler par la fenêtre. Puis elle m'a regardé droit dans les yeux et m'a demandé si j'avais dit à quelqu'un que les anges vivaient dans notre grenier. J'ai menti, mais elle a su, et elle m'a averti. Si quelqu'un apprenait la vérité, de mauvaises personnes viendraient les chercher. À partir de ce jour-là, je n'ai plus eu le droit de parler d'eux. Mais ce silence imposé n'a jamais suffi à les effacer de mon esprit. Parce que, la nuit, même en grandissant, j'entendais encore les battements d'ailes, les bruits étouffés au-dessus de moi. Et puis un jour, je suis monté dans le grenier, et j'ai vu ce qu'ils étaient devenus. J'ai installé les caméras après avoir découvert que quelque chose s'en était pris à mon poulailler. Ce n'était ni un renard ni un coyote. Je sais à quoi ressemble leur œuvre. J'ai déjà retrouvé mes poules éventrées, les plumes éparpillées sur le sol imbibé de sang et de tripes. Mais cette fois-ci, il n'y avait rien. Pas une trace, pas une plume, pas une goutte de sang. Juste un grillage proprement sectionné, un loquet ouvert sans la moindre résistance, et 4 de mes meilleures pondeuses qui s'étaient évaporées comme si elles n'avaient jamais été là. Je vis seul et personne n'a été témoin de ce que j'ai découvert ce matin-là. Personne pour appuyer mon histoire, pour confirmer que je n'avais pas rêvé. Mais je savais ce que j'avais vu. Ou plutôt, ce que je n'avais pas vu. Ce n'était pas un animal. Ce n'était pas un coyote. Lorsque je suis allé acheter les caméras de surveillance, l'homme derrière le comptoir m'a regardé avec cet air mi-amusé, mi-incrédule, comme s'il trouvait l'idée absurde. Il m'a demandé qui, dans le coin, pouvait bien s'amuser à voler des poules en pleine nuit. Je n'avais pas la réponse, mais c'était justement pour cela que j'achetais ces caméras. Je voulais voir. Je voulais comprendre. Il semblait convaincu que si un voleur était venu une fois,
il ne reviendrait pas. J'étais persuadé du contraire. J'ai installé les caméras dès mon retour. Les premières nuits n'ont rien donné d'anormal. Les vidéos montraient les visiteurs habituels, quelques ratons laveurs fouillant les buissons, des cerfs traversant la clairière, un lynx glissant à la lisière des arbres. Rien qui puisse sectionner un grillage avec précision ni ouvrir un loquet sans laisser de traces. Alors j'ai continué d'attendre. 5 nuits se sont écoulées avant que quelque chose d'autre n'apparaisse sur les images. Sur le moment, j'ai cru voir un puma. La silhouette était grande, élancée, elle se déplaçait avec une fluidité inquiétante, collée au sol, le regard fixé droit devant elle. La caméra à l'ouest l'a capturée à 2h47 du matin. Pourtant, quelque chose clochait. Les pattes étaient trop longues, les articulations semblaient mal formées, la peau formait des plis inhabituels, comme si elle était trop ample pour la créature qu'elle recouvrait. Puis elle a tourné légèrement la tête et c'est là que j'ai compris que j'étais en train d'observer quelque chose qui n'aurait pas dû exister. Son œil était trop rond, trop brillant, comme un regard humain captant la lumière. J'ai voulu croire que c'était une illusion, un problème de résolution, un jeu d'ombre mal interprété par mon cerveau fatigué. Mais j'ai gardé les caméras en place. La nuit suivante, il est revenu. Cette fois, j'ai vu l'ensemble de son corps et ce que j'ai découvert m'a coupé le souffle. Sa peau, tendue à l'extrême, semblait sur le point de céder, comme du cuir mal ajusté sur un corps trop grand. Sous cette surface fissurée, j'ai aperçu des muscles brillants de l'humidité de la chair exposée, comme si cette chose était en train de perdre son enveloppe. Mais c'est son visage qui m'a fait frissonner. De loin, la structure rappelait celle d'un puma. Les contours du crâne, les oreilles pointues, le museau allongé. Mais plus je regardais, plus tout me semblait faux, comme une marionnette dont on aurait trop tiré sur la peau. Et puis, il s'est tourné vers la caméra, et ce que j'ai vu a figé mon sang. Il a souri. Ce n'était pas un sourire animal, pas un retroussement d'échine instinctif ni un rictus menaçant. C'était un sourire humain, trop large, trop calculé, une distorsion grotesque d'une expression que j'aurais pu croiser chez quelqu'un de mon espèce. Quelques secondes plus tard, il avait disparu, avalé par l'obscurité. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Je suis resté éveillé, le fusil posé sur mes genoux, toutes les lumières de la maison allumées. Mon voisin le plus proche vit à 6 miles et appelé le shérif pour lui dire qu'un puma étrange traînait dans mon coin m'a semblé inutile. J'ai simplement attendu, incapable de me convaincre qu'il n'y avait rien à craindre. Le lendemain matin, j'ai revu les images. Ce que j'y ai découvert était encore pire. La créature ne rampait plus, elle se tenait debout. L'image était légèrement floue, mais la silhouette était indéniable. Elle avait encore ses pattes arrière de félin, mais le reste du corps n'avait plus rien de commun avec un puma. Son torse était trop long, trop mince, sa peau pendait en lambeaux, révélant des côtes apparentes et une chair à vif. Et son visage, la structure osseuse était toujours celle d'un félin, mais la peau glissait en arrière comme une capuche mal ajustée. La mâchoire, tordue, brisée, pendait d'un côté, et laissait entrevoir une bouche béante, trop grande, bordée de dents irrégulières, prête à broyer. Mais le pire, c'était ses yeux. Il n'y avait plus aucun doute, c'étaient des yeux humains. J'ai continué de regarder, les mains tremblantes, jusqu'au moment où cette chose a levé ses mains. Des mains, pas des pattes. Avec des doigts trop longs, osseux, sans poils. Puis, sans effort, elle a saisi le grillage et l'a brisé d'un simple mouvement, comme si ce n'était qu'un vulgaire fil de fer entre ses griffes. Dès que le soleil s'est levé, j'ai arraché toutes les caméras et je les ai enfermées dans mon cabanon. Peut-être que si je faisais semblant de ne rien savoir, cette chose disparaîtrait d'elle-même. Peut-être que je m'étais simplement trop laissé emporter par la fatigue et l'angoisse. Ce matin, j'ai trouvé une caméra posée sur mon perron. Je savais que je ne l'avais pas mise là. Je n'avais même pas osé revoir les enregistrements. Pourtant, j'ai ouvert les fichiers. La dernière image a été prise à 3h12 du matin. La créature était juste là, face à la caméra, bien trop proche, le visage pendouillant en lambeaux, la bouche ouverte dans une grimace démesurée. Ses lèvres étaient entièrement retroussées, laissant voir des dents cassées, noircies,
prête à déchiqueter. Et ses yeux, ils ne regardaient pas l'objectif, ils me regardaient. La dernière image n'était plus seulement une photo. On l'entendait hurler. Je ne me souviens pas d'avoir jeté la caméra. Je ne me souviens pas d'avoir couru jusqu'à l'intérieur. Mais je me souviens du son. Un hurlement strident, métallique, un son qui ne pouvait pas venir d'une gorge normale, un bruit de métal qui se déchire et de chair contrainte de s'ouvrir sous une force qu'elle ne peut contenir. Je n'ai pas quitté la maison depuis. Je ne sais pas ce qu'elle veut, mais je sais qu'elle est là, quelque part, tapie dans l'ombre. Et si des mains peuvent briser un grillage, elles peuvent aussi apprendre à ouvrir une porte en bois. Marie est née dans une pièce en noir et blanc. Pendant 18 ans, elle n'a jamais vu la moindre couleur. L'expérience de pensée connue sous le nom de la chambre de Marie interroge la nature du savoir. Peut-on réellement comprendre quelque chose sans l'avoir expérimenté? Marie, dans cette hypothèse, étudie le monde uniquement à travers des livres et un écran monochrome. Elle sait tout sur la physique des couleurs, sur la manière dont elles interagissent avec la lumière et sont perçues par l'œil humain. Mais cette connaissance intellectuelle est-elle suffisante? Il s'agissait d'une réflexion purement théorique. Personne n'était censé en faire une réalité. En 2007, un groupe de chercheurs a pourtant tenté de répondre à la question. L'expérience qu'ils ont menée aurait été condamnée par n'importe quel comité d'éthique. Mais ces scientifiques n'avaient rien d'éthique, et l'organisation qui les finançait encore moins. À l'époque, dénoncer ce projet aurait été impensable. Ceux qui étaient capables d'enfermer un bébé dans une pièce sans couleur pendant 18 ans n'auraient reculé devant rien pour protéger leur secret. L'origine de l'enfant est restée floue. A-t-elle été abandonnée? A-t-elle été volontairement conçue pour l'expérience? Peu importe. Dès sa naissance, elle a été placée dans une cellule blanche, sans fenêtre. Chaque élément de son environnement avait été soigneusement conçu pour lui cacher toute trace de couleur. Lorsqu'une infirmière, surnommée Nanny, venait la nourrir ou la changer, Marie devait être aveuglée par un bandeau. Ses vêtements étaient noirs, couvrant chaque centimètre de son corps, et son visage était dissimulé sous un masque opaque. Des lentilles noires recouvraient ses yeux. Rien n'avait été laissé au hasard. Elle était surveillée en permanence. Si elle tentait de tricher, même inconsciemment, une décharge électrique parcourait le collier fixé à son cou. Pourtant, elle n'a jamais essayé. Elle avait été conditionnée à un tel point qu'il était évident qu'elle n'en ressentait même pas l'envie. Même si la porte de sa cellule avait été restée ouverte, elle serait probablement restée à l'intérieur. Les scientifiques avaient pris toutes les précautions possibles. Aucun miroir, aucun reflet, aucun objet susceptible de renvoyer la lumière. Même son écran de télévision, par lequel elle recevait son éducation, était équipé d'un filtre anti-reflet. Leur crainte était qu'elle puisse, d'une manière ou d'une autre, apercevoir la couleur de ses propres yeux. Elle n'a connu que le noir et le blanc. Avec le temps, Nanny a cessé de lui rendre visite. La nourriture et les vêtements étaient livrés à travers une trappe dans la porte d'acier. Avant de se changer ou d'utiliser les toilettes, Marie devait enfiler un bandeau. La cellule elle-même était minuscule, un carré de 4 mètres de côté, où une douche et une cuvette de toilette blanche étaient fixées au mur capitonné. Elle a grandi dans cet espace clos, sans jamais comprendre que son existence était une aberration. Le jour de son 18e anniversaire, tout a changé. L'annonce lui a été faite sur les haut-parleurs de sa cellule. Elle allait sortir. Pour la première fois, elle allait voir les couleurs. Son corps a tremblé d'excitation. L'idée de quitter sa chambre ne l'effleurait même pas. Ce qui comptait, c'était cette promesse, voir. Dans la salle d'observation, tout le monde était rassemblé devant les écrans de surveillance. Les caméras captaient chaque détail, chaque réaction. Lorsque la porte s'est ouverte, Nanny est entrée et s'est dirigée vers Marie pour l'aider à retirer son masque. Un rire s'est échappé de la jeune fille, d'abord léger et hésitant, puis saccadé, nerveux. Lorsque les lentilles noires ont été retirées de ses yeux, elle a enfin levé le regard. L'instant d'après, elle a inspiré brutalement, son souffle se coupant net. Le premier choc de la couleur l'a figée sur place.
Nanny s'est tenue droite devant elle et a lentement retiré son uniforme noir. En dessous, elle portait une robe rouge. Le silence a pesé dans la pièce d'observation. Tous les regards étaient braqués sur l'écran, attentifs au moindre signe. L'expression de Marie était difficile à déchiffrer. Une vague d'émotions contradictoires traversait son visage, de la fascination à l'incompréhension. Quelque chose dans son regard a changé. Elle n'était plus émerveillée, elle était en train de comprendre. Elle savait. Son regard s'est posé sur la robe de Nanny, puis sur son visage. Elle s'est mise à respirer plus rapidement, comme si elle venait de voir quelque chose qu'elle n'aurait jamais dû voir. Un murmure à peine audible s'est échappé de ses lèvres. Une hésitation, un aveu. Puis elle a levé la main et a pointé un endroit précis du tissu rouge. Tout le monde retenait son souffle. Elle fixait ce point avec intensité, comme si elle luttait pour donner un sens à ce qu'elle voyait. Son regard s'est déplacé lentement du vêtement jusqu'aux yeux de Nanny. Quelque chose en elle s'est brisé. Elle n'a pas vu seulement du rouge. Elle a vu autre chose. Les instruments de mesure ont commencé à s'affoler. La voix du docteur, d'abord calme, est devenue plus insistante. Il lui a demandé ce qu'elle voyait, mais elle ne répondait plus. Puis elle s'est reculée contre le mur, tremblante. Ses doigts se sont agrippés à ses cheveux, comme si elle voulait s'arracher quelque chose de la tête. Dans la salle d'observation, l'inquiétude est montée d'un cran. Et c'est à ce moment précis que tout a basculé. Nanny a brusquement cessé de bouger. Son corps s'est figé, raide comme une statue. Un frisson étrange a parcouru ses membres. Un bruit sourd, organique, s'est fait entendre. Puis son corps a implosé. L'air s'est chargé d'un son atroce, un craquement humide suivi d'un bruit d'éclatement. Un instant plus tard, la salle était repeinte de rouge. Des lambeaux de chair ont frappé les murs capitonnés. Des morceaux de tissu sanguinolent se sont collés au sol. Là où Nanny se tenait une seconde plus tôt, il ne restait qu'une traînée de sang. Dans la panique, plusieurs chercheurs ont crié. Certains ont fui, d'autres se sont figés, incapables de bouger. Marie, elle, s'est effondrée au sol. Ses doigts se sont enfoncés dans ses orbites avec une frénésie terrifiante. Les hurlements qui ont suivi étaient inhumains. Un mélange de douleur et d'horreur pure. Elle s'arrachait les yeux. Les mots qu'elle murmurait entre deux sanglots n'avaient aucun sens, ou peut-être en avait-il trop. Elle s'excusait. Elle jurait qu'elle ne recommencerait pas. Qu'elle ne verrait plus jamais. Dans la salle d'observation, le sol s'est mis à briller d'une étrange lueur humide. Une traînée de sang s'étirait depuis les restes de Nanny, comme si quelque chose l'avait peint, soigneusement, jusqu'à la porte. Ceux qui en avaient encore la présence d'esprit ont fui. Personne ne comprenait ce qui venait de se passer. Marie avait vu une couleur que nous ne pouvions pas voir. Quelque chose qui n'aurait jamais dû exister. Si je suis honnête, j'ai ignoré les signes. Mais qui ne l'aurait pas fait? Sharon était parfaite, ou du moins, elle semblait l'être. Belle, d'une élégance classique qui attirait les regards, intelligente, avec un humour sec et tranchant qu'elle manœuvrait avec une aisance fascinante. Nous étions ensemble depuis 8 mois. Peut-être que c'était rapide, mais dès le premier rendez-vous, tout avait semblé naturel. Elle avait ce quelque chose d'inexplicable, une évidence. Avec elle, pour la première fois, j'avais eu l'impression que l'avenir était clair, solide, tangible. Mais en y repensant, il y avait ces petits détails que j'aurais dû voir. La première alerte était venue lors de notre 4e rendez-vous. Nous étions installés sur son canapé, un verre de vin à la main, quand elle avait abordé le sujet d'un ton léger. Elle m'avait prévenu qu'elle n'était pas la personne la plus facile avec qui partager un lit, qu'elle parlait dans son sommeil, qu'elle bougeait beaucoup, et qu'il lui arrivait même, accidentellement, de donner des coups. J'avais ri, lui assurant que j'avais déjà dormi aux côtés de gens bruyants et agités, que je pourrais gérer. Elle avait simplement haussé les épaules avec un sourire étrange avant d'ajouter, presque trop doucement, « Tu es prévenu ». À l'époque, ça ne m'avait pas marqué. La première nuit où j'ai dormi chez elle,
je m'attendais presque à me faire frapper dans mon sommeil, rien que pour pouvoir plaisanter à ce sujet le matin. Mais cette nuit-là, elle s'était seulement agitée un peu, murmurant des mots indistincts, pas le rouge ou encore ne le laisse pas tomber. Rien d'inquiétant. Au fil des semaines, ces nuits ont commencé à devenir plus agitées. Une fois, je me suis réveillé après avoir reçu un coup net dans la poitrine. Encore à moitié endormi, j'ai regardé Sharon, mais elle dormait profondément, son bras retombant mollement sur le matelas. Le matin, en plaisantant, j'avais évoqué l'incident. Elle avait ri en apprenant qu'elle m'avait frappé, puis elle avait plaisanté en disant qu'elle devait rêver de son ex-mari. J'avais trouvé ça drôle. Aujourd'hui, avec du recul, je me demande pourquoi j'avais trouvé ça drôle. Et puis, il y a eu cette nuit où, juste avant de s'endormir, elle m'a regardé d'un air étrangement sérieux et m'a rappelé qu'elle ne plaisantait pas avec ses troubles du sommeil. J'avais souri, lui disant que ça ne changerait rien, que j'adorais ses bizarreries. Elle avait souri en retour, mais cette fois, il y avait une ombre dans ses yeux. Les semaines ont passé, et ses paroles nocturnes ont changé. Au début, elles n'étaient que du charabia sans importance, pose ça, ramène le chat, des phrases absurdes que je trouvais amusantes au réveil. Puis, une nuit, elle avait murmuré quelque chose de différent. C'est sous le chêne. Je m'étais redressé, confus. Son corps était immobile, sa respiration régulière. Qu'est-ce qui est sous le chêne ? Avais-je demandé à voix basse. Aucune réponse. Le matin, en buvant mon café, je lui avais mentionné son étrange phrase. Elle avait haussé les épaules en plaisantant, prétextant qu'elle devait rêver d'une cabane dans un arbre. Sa réponse avait été trop rapide, trop légère, et surtout, elle n'avait pas cherché à savoir pourquoi je lui posais cette question. Une semaine plus tard, je m'étais réveillé en pleine nuit et l'avais trouvée debout, tournant en rond autour du lit comme si elle mesurait la pièce. Quand j'avais murmuré son nom, elle s'était figée sur place. J'avais tendu la main vers la lampe de chevet, mais avant que je ne puisse l'allumer, elle avait murmuré d'une voix tranchante, « Ne fais pas ça ». J'avais retiré ma main sans comprendre pourquoi. Elle était simplement revenue se coucher, s'enroulant dans les draps d'un geste mécanique. Quelques jours plus tard, j'avais entendu sa voix à nouveau. 2 miles après l'autoroute, avait-elle soufflé dans son sommeil. Ça marche mieux quand le sol est humide. Ce soir-là, je n'avais pas pu me rendormir. Puis, une nuit, je l'avais trouvée assise au bord du lit, la tête inclinée, comme si elle écoutait quelqu'un que je ne pouvais pas voir. Sa voix était un murmure, mais chaque mot résonnait avec une précision effrayante. « Je t'avais dit que ça ne marcherait pas. » J'avais osé lui demander à qui elle parlait. Elle ne s'était pas retournée. Elle avait juste quitté la chambre et disparu dans le couloir. Le lendemain matin, elle était là, souriante, préparant le petit déjeuner comme si de rien n'était. Mais la nuit suivante, ses paroles m'avaient glacé le sang. Je lui ai maintenu le nez fermé, j'étais resté figé, mon souffle suspendu. Il s'est débattu pendant un moment, puis il s'est arrêté. J'avais tourné la tête vers elle, cherchant une explication rationnelle. Je l'ai traînée en bas du talus. Le sol était meuble. Parfait pour creuser. Ce n'était pas juste des rêves. J'ai commencé à enregistrer ces paroles la nuit et chaque matin, je les écoutais en cachette. Sous les racines, c'est la clé. Personne ne pense jamais à vérifier sous les racines. Les noms changeaient, les détails, jamais. J'ai voulu savoir. Je suis allé voir un de ces endroits dont elle avait parlé et j'ai creusé. J'ai trouvé ce qu'elle avait décrit. J'aurais dû partir ce jour-là. Mais je suis resté, espérant encore une explication logique. J'étais trop terrifié pour agir. Puis elle a commencé à me surveiller, à me poser des questions sur mes journées, sur mes horaires. Elle s'est mise à verrouiller son téléphone. À s'assurer que le mien était hors de portée. Et puis, une nuit, elle m'a surpris en train d'écouter un enregistrement. Son regard s'était figé. « Tu m'espionnes ?» La tension dans l'air était insupportable. Je n'ai pas attendu plus longtemps, j'ai quitté l'appartement cette nuit-là sans me retourner. J'ai abandonné tout ce que j'avais laissé derrière moi. Mais elle m'a retrouvé.
Les journaux ont commencé à parler de nouveaux meurtres, plus proches. Des détails que je reconnaissais, puis un nom est apparu sur l'écran. Riley, ma cousine. J'ai su que c'était elle. J'ai su que je n'avais pas réussi à l'arrêter. J'aurais dû parler plus tôt. J'aurais dû alerter la police. Mais que leur aurais-je dit? Que j'avais enregistré les confessions de Sharon dans son sommeil? Que j'avais découvert des corps exactement là où elle disait qu'ils se trouvaient. Sans preuve, on m'aurait pris pour un fou. Et maintenant, elle sait que je sais, elle va me retrouver. Je n'ai plus nulle part où fuir. J'écris ceci parce que je veux que quelqu'un sache. Sharon est intelligente, méthodique, calculatrice et elle ne rêve pas. Si quelque chose m'arrive, souvenez-vous de son nom. Quand j'avais 10 ans, mon frère est rentré à la maison pour mourir, un jour glacé de janvier. Sa peau, marquée par de larges lésions violacées, semblait prête à se détacher de son corps émacié. Il n'avait plus rien de l'homme que je connaissais à travers ses visites ponctuelles, celui qui apparaissait comme un mirage lors des fêtes avant de repartir aussitôt. Tobias était beaucoup plus âgé que moi. Nous n'avions jamais vraiment partagé de moments complices, mais il revenait toujours à New Haven pour Noël, les bras chargés de cadeaux. Il comblait chacun de nous avec des présents soigneusement choisis. Ma mère avait reçu un sac Fendi qu'elle exhibait fièrement aux réunions du Junior Winning Club. Mon père avait eu un grill George Foreman qui faisait l'admiration de ses collègues. Moi, j'avais eu un jouet, avec lequel je passais des heures à créer d'étranges créatures en plastique. Je m'étais réjoui à l'idée de lui montrer mes dernières créations, persuadé qu'elle l'amuserait. Ce jour-là, en rentrant de l'école, les bras chargés de mes petites créatures, j'avais trouvé ma mère en larmes. Son visage était creusé par l'inquiétude. Elle m'avait pris à part, sa voix tremblante, pour m'expliquer que Tobias était trop fatigué, qu'il ne pouvait plus entendre. À peine avait-elle prononcé ces mots qu'elle s'effondrait dans les bras de mon père, qui l'emmenait loin de moi, vers le salon où mes grands-parents attendaient en silence. Une voix lointaine, celle de l'infirmière, murmurait quelque chose sur le peu de temps qu'il lui restait et sur ce râle si particulier qui annonçait la fin. Lorsque tout le bruit s'était estompé, j'avais tourné la poignée de sa chambre avec précaution. Son corps semblait se fondre dans le matelas, aussi frêle que l'un de ces extraterrestres que j'avais fabriqués avec mon four à jouets. De nombreux tubes le reliaient à des machines, rythmant l'espace de leur bip régulier. Sa peau était si fine qu'elle en paraissait translucide, ses lèvres d'un violet inquiétant. Après un long silence, un son profond et douloureux avait traversé la pièce. Puis, d'une voix à peine plus forte qu'un souffle, il avait articulé 6 mots distincts. Après cela, son corps s'était immobilisé, accompagné d'un dernier long bip des machines. Tout était devenu chaotique. Des pas précipités, des cris étouffés, une bousculade autour du lit. Mon père m'avait attrapé et sorti de la pièce avant de refermer la porte derrière lui. L'agitation avait duré de longues minutes. Ma grand-mère était sortie la première, le regard rivé au sol. Elle m'avait serré contre elle, puis les autres adultes étaient venus à leur tour, m'entourant, s'excusant entre 2 sanglots. Je ne savais pas comment réagir. Tobias n'avait jamais été une présence constante dans ma vie. Il arrivait avec des cadeaux et disparaissait aussitôt, comme un esprit bienveillant qui ne restait jamais assez longtemps pour devenir réel. Tandis que tout le monde pleurait autour de moi, je m'étais demandé si je devais en faire autant. Finalement, après avoir feint quelques larmes, j'avais demandé la permission de monter dans ma chambre. Allongé sur mon lit, le regard fixé sur les murs, je m'étais laissé engloutir par le silence. Pendant des heures, j'avais scruté les motifs irréguliers de la peinture à l'éponge, les affiches de mes joueurs de baseball préférés, les formes figées par la lumière tamisée de ma lampe de chevet. Rien ne bougeait. Rien ne changeait. Puis, peu à peu, quelque chose d'étrange était apparu. Les ombres projetées sur les murs avaient pris une teinte verte, formant de petits cercles lumineux qui se déplaçaient comme des faisceaux de projecteurs. Une voix creuse avait brisé le silence. Les lumières vertes avaient fusionné, prenant la forme d'une silhouette humaine qui flottait près du plafond. Elle était grande, presque trop grande, ses contours indistincts ondulant doucement comme un reflet sur l'eau. Tout en elle rappelait Tobias.
La silhouette s'était déplacée dans la pièce avec une aisance inquiétante, s'étirant et se contorsionnant autour du ventilateur avant de glisser jusqu'au sol. Son éclat verdâtre avait illuminé la moquette, reflétant la tache laissée par le soda renversé la veille. Ce n'était ni un rêve, ni un mirage, quelque chose dans sa voix ne ressemblait pas à ce que j'avais toujours cru de la mort. Puis, aussi brusquement qu'elle était apparue, la silhouette s'était dissipée, se fragmentant en dizaines de cercles lumineux qui avaient continué de danser sur les murs. Certains murmuraient dans un langage incompréhensible, d'autres chuchotaient à peine audibles. À mesure que les cercles se multipliaient, les sons étaient devenus plus intenses, jusqu'à former un brouhaha assourdissant. Je m'étais recroquevillé, les mains plaquées sur mes oreilles, les yeux fermés si fort que des larmes avaient coulé le long de mes tempes. Les voix s'étaient tues en un instant. Les jours avaient passé, puis les semaines, et les cercles verts étaient restés. Ils apparaissaient sur les murs des immeubles, sur les vitres des magasins, au bord des routes. Parfois, ils prenaient forme humaine, d'autres fois ils n'étaient que des reflets mouvants. Lors d'un campement sous une tente, ils s'étaient transformés en nombre de chauves-souris glissant sur la toile. J'avais appris à ne pas crier. Puis, avec le temps, j'avais appris à ne pas regarder. En grandissant, j'avais cherché refuge dans la rationalité. Un thérapeute m'avait assuré que ces visions étaient la manifestation de mon deuil, une façon pour mon esprit de combler l'absence par des illusions. Il m'avait conduit dans une morgue, me forçant à observer des corps sans vie, à comprendre que la mort était définitive. Je m'étais convaincu de ces paroles. Les cercles avaient cessé d'apparaître aussi souvent. Pour la première fois depuis longtemps, j'avais pu vivre normalement. J'avais aimé entendre le bruit du vent, le rire des enfants dans un parc, la voix de Julia, celle qui était devenue ma femme. J'avais adoré le son du premier cri de notre fils Jacques, le tintement des cloches lors de notre mariage. Puis, un matin, un simple toussotement avait tout changé. Le sang avait jailli sans prévenir, souillant le clavier de mon ordinateur. Mes poumons s'étaient contractés violemment alors que je tentais de reprendre mon souffle. À genoux sur le sol, cherchant mon téléphone, j'avais composé le numéro des urgences, la voix tremblante. La ligne avait grésillé un instant. Le silence avait suivi, puis la voix de la standardiste avait changé, son timbre devenu plus grave, plus rauque. Au même instant, les cercles verts étaient réapparus, tourbillonnant autour de moi. En grandissant, j'avais deux choix. Soit je suivais les traces de mon père et devenais technicien en maintenance d'équipements agricoles, soit je prenais un autre chemin. Son travail était stable, avec un salaire correct, mais chaque fois que je passais devant son atelier, cette grande bâtisse sans fenêtre peinte en vert pâle, une sensation d'étouffement me gagnait. Je sentais que si je restais là trop longtemps, cet endroit finirait par m'engloutir. Alors j'ai choisi l'autre voie, celle de ma mère. Elle vivait à 100 à l'heure et attendait de nous la même chose. Quand elle s'est séparée de mon père, elle a pris ma sœur et moi sous le bras pour traverser le pays et s'installer à Bangkok. Elle répétait souvent qu'il fallait savoir endurer l'amertume pour pouvoir savourer la douceur plus tard. Travailler sans relâche, accepter n'importe quel boulot à n'importe quelle heure, et s'accrocher jusqu'à se hisser là où elle voulait être. Ma sœur et moi avons grandi avec cette mentalité. Il fallait être partout, tout le temps. Bosser, étudier, se cultiver, être vif d'esprit et sûr de soi. La journée, je faisais des livraisons dans cette ville où les règles de circulation semblaient n'être que de vagues suggestions. La nuit, j'étudiais l'informatique. De temps en temps, je développais des sites web pour des connaissances, ce qui me bouffait presque tous mes week-ends. Mais la tâche la plus exigeante, celle qui ne me rapportait rien et qui pourtant ne laissait aucune place à l'erreur, c'était veiller sur ma sœur. Isara travaillait comme promotrice de soirées et d'événements en centre-ville. Elle bossait surtout la nuit et les week-ends, et j'étais le seul à qui elle faisait confiance pour la ramener en sécurité. Je devais être en alerte permanente, prêt à venir la chercher au moindre problème. Si j'étais en retard, si je ne répondais pas assez vite, si je mettais trop de temps à arriver, j'en entendais parler. Ce n'était pas un travail, c'était un engagement, et le plus difficile que j'ai jamais eu à tenir. Mais on ne choisit pas ses responsabilités quand il s'agit de la famille.
Comme mes sorties se limitaient à mes allers-retours pour Izara, mes amis ont fini par m'affubler d'un surnom. L'ERC. Un mot utilisé en fin de soirée, quand les bars ferment et que la fête est terminée. C'était devenu ma réputation. Dès que j'apparaissais, c'était l'heure de rentrer. Pas exactement le genre de surnom dont on rêve à 20 ans. Quand notre mère est morte d'un cancer du pancréas en 2020, j'avais tout juste 21 ans. D'un jour à l'autre, je me suis retrouvé à devoir subvenir à mes besoins tout en soutenant ma sœur. Elle travaillait aussi, mais elle avait un objectif bien précis en tête, entrer dans le milieu de la cosmétologie, notamment pour le cinéma et la télévision. Un projet qui nécessitait du temps et surtout de l'argent. Alors tout est devenu encore plus intense. Études, travail, course contre la montre, et toujours cette obligation d'être là pour Izara. Je dormais à peine. Et quand j'y arrivais, je restais en alerte. Mon corps s'était habitué à capter le moindre bruit, prêt à bondir au cas où ma sœur ait besoin d'un trajet de dernière minute. Mais je ne pouvais pas me permettre de ralentir. Il fallait que je tienne jusqu'à la fin de mes études. J'ai tenté quelques astuces pour rester éveillé. Les comprimés de caféine me détruisaient l'estomac. Une boisson énergisante achetée en pharmacie m'a donné des palpitations. Je ne voulais pas toucher aux substances plus fortes, alors j'ai fini par abandonner l'idée d'une solution miracle. Et puis j'ai rencontré Somyo. Il avait une dizaine d'années de plus que moi mais semblait avoir vécu 3 fois plus. Il co-gérait quelques clubs en ville et semblait trempé dans des affaires dont je préférais ne pas trop connaître les détails. C'est dans l'un des établissements où Izara travaillait que j'ai fait sa connaissance. Il était assis dehors, une bière à la main, cigarette coincée entre les doigts. Rien dans son attitude ne laissait deviner qu'il était l'un des propriétaires. Petit à petit, j'ai commencé à passer du temps au club, 1 ou 2 fois par semaine. Il m'a proposé du travail, mais le salaire était ridicule et je n'avais déjà plus une minute à moi. Avec le temps, il a compris que je n'accepterais jamais de bosser pour lui, mais il m'a quand même proposé quelques petits boulots à droite à gauche. L'un des plus étranges consistait à récupérer des cartes bancaires oubliées dans certains distributeurs. Certains modèles prenaient un temps interminable à restituer la carte, et les touristes, croyant qu'elle avait été avalée, repartaient en la laissant derrière eux. Somyo me filait un billet pour chaque carte que je lui rapportais. À force de traîner avec lui, une amitié est née. Il n'y avait pas beaucoup de gens avec qui je pouvais parler de tout et de rien, juste pour le plaisir de discuter. Avec lui, les conversations allaient des films aux voitures, en passant par des réflexions sans importance sur la ville et la vie nocturne. Il m'avait initié aux noix d'arec, une habitude locale. Ces graines enveloppées dans une feuille donnaient un petit coup de fouet et laissaient une sensation de brûlure sur la langue. Un stimulant léger, presque un rituel. Et puis un soir, il m'a invité à une fête privée. C'est là que tout a basculé. Ce soir-là, j'avais accumulé 27 heures sans sommeil. Une avalanche de petites urgences m'avait tenu en haleine un projet pour mes études, des heures supplémentaires en livraison, un site à sécuriser après un piratage. J'étais au bout du rouleau. Il avait organisé la fête dans une maison en périphérie de la ville. Un événement destiné à remercier ses employés et quelques partenaires. Il avait tout prévu et même pensé à moi. Voyant mon état d'épuisement, il avait fait venir quelqu'un d'un institut de recherche. Ce type avait une offre à me faire, une opportunité d'emploi dans la saisie de données. Mais j'étais tellement crevé que je ne comprenais même pas ce qu'il me proposait. En fin de soirée, Somyo m'a pris à part. Il avait vu que j'étais au bord de l'effondrement et voulait m'aider. J'avais beau lui dire que je gérais, il insistait. Il avait quelque chose pour moi, un truc qui allait tout changer. Dans son bureau, il a sorti une boîte de pilules blanches, sans étiquette. Juste un discret tournesol bleu imprimé sur le bouchon. Ce qu'il m'a donné ce soir-là, je n'aurais jamais dû l'accepter. Pendant 25 ans, ma vie s'est déroulée dans une routine bien huilée. Je travaillais le matin, rentrais l'après-midi, et retrouvais ma femme pour nos soirées passées à déguster ses plats faits maison devant la télévision. Puis la nuit tombait, nous allions nous coucher, et tout recommençait. Parfois, une voix insidieuse me soufflait que je ne faisais pas assez pour elle, que notre vie était trop simple,
que nous aurions dû aspirer à davantage. Mais chaque matin, en me réveillant au son de sa voix chantonnant doucement dans la cuisine, ces doutes s'évaporaient. Nous aurions pu continuer comme ça jusqu'à la fin, mais nous n'en avons jamais eu l'occasion. Aujourd'hui, je suis seul dans notre chambre, recroquevillé sous une couverture, un fast-food insipide posé à côté de moi, tapant ces mots sur mon ordinateur portable. Je ne peux pas quitter cette pièce. Je sais que si je franchis cette porte et que je descends le couloir, je vais passer devant ce qui était notre cuisine. Ce qu'il en reste n'est plus qu'un espace vide, une pièce creuse et sans vie. Les placards ont été arrachés, le sol a dû être remplacé, et un jour, des hommes de l'église sont venus emporter la cuisinière. Je n'ai pas pu être là pour les voir la prendre. J'ai laissé la porte d'entrée ouverte et je me suis caché, comme un lâche, attendant que tout soit fini avant d'oser sortir. J'ai déjà épuisé mon congé de deuil, mais je ne suis pas retourné travailler. Je reste ici, à écouter. J'espère toujours entendre sa voix à nouveau, mais il n'y a que le silence. Un silence lourd, oppressant, qui envahit tout. Et dans ces instants, mon esprit remplit le vide avec des souvenirs acérés. Il ronge ma conscience comme de l'acide. Parfois, ce sont des questions sur ce que j'aurais pu faire différemment. D'autres fois, ce sont des images, toujours les mêmes, qui tournent en boucle. Mais les pires moments sont ceux où je revis nos derniers jours ensemble, encore et encore, jusqu'à en perdre la raison. Une semaine avant que tout bascule, elle m'a dit ce qui n'allait pas. C'était un lundi après-midi, l'un de ces jours d'été où la chaleur s'attarde même après le coucher du soleil. En rentrant du travail, j'ai trouvé ma femme à sa place habituelle, penchée sur la cuisinière, entourée du crépitement de la viande saisie à la poêle. L'air était saturé d'un parfum riche et appétissant, un mélange de beurre fondu et d'épices grillées. La pièce était baignée d'une douce chaleur, la fumée s'élevant doucement au-dessus du plat en train de cuire. Elle portait un gant et ce cardigan beige qu'elle affectionnait tant. Comme chaque jour, je suis allé l'enlacer, glissant ma tête sur son épaule en lui demandant comment elle allait. J'attendais une réponse légère, un mot doux, quelque chose qui prolongerait cette illusion de normalité. Mais ce qu'elle m'a répondu m'a pris au dépourvu. Elle m'a dit qu'elle avait froid. J'ai ri, croyant à une blague. Il faisait bien trop chaud pour ça, et la cuisine était encore plus étouffante. Mais elle n'a pas ri avec moi. Elle n'a même pas souri. En silence, elle a remonté sa manche et m'a montré la chair hérissée de chair de poule, ses bras parcourus de frissons. Nous avons supposé qu'elle avait attrapé une étrange fièvre. Elle ne semblait pas brûlante au toucher, mais nous avons décidé de traiter cela comme tel. Après le dîner, je l'ai mise au lit, renonçant à nos émissions du soir. Malgré mes protestations, elle s'est glissée sous les couvertures et, au moment où je m'apprêtais à quitter la pièce, elle m'a retenu par la main. Elle voulait prier. La religion avait toujours été plus importante pour elle que pour moi, mais je n'y ai vu aucune raison de refuser. J'ai fermé les yeux et l'ai laissé réciter sa prière. Elle a demandé à Dieu de la guérir, de la réchauffer. Elle semblait apaisée après cela, alors j'ai quitté la chambre et vaqué à mes occupations. J'ai fait la vaisselle, nettoyé la cuisine, regardé seuls nos programmes habituels. Cette nuit-là, son absence a laissé un vide étrange dans la maison, une impression de froid, un manque palpable. Mais j'étais convaincu que ce n'était rien de grave, qu'elle se remettrait en un jour ou deux. Je me trompais. Le lendemain, la routine avait changé. Je rentrais du travail et allais directement la voir. Chaque jour, je la retrouvais emmitouflée sous des couvertures qu'elle empilait sans que je sache d'où elle venait. La chaleur de la chambre me suffoquait dès que j'en ouvrais la porte, mes lunettes s'embuaient instantanément. Je lui demandais comment elle allait. Toujours la même réponse. Un seul mot, répété encore et encore, un murmure plus faible à chaque fois. Froid. J'ai essayé de prendre soin d'elle, de lui préparer des repas adaptés. J'ai fait de la soupe, pensant que ce serait la meilleure chose, mais je ne suis pas un bon cuisinier. Il manquait quelque chose à mes plats. Peut-être que ce n'était pas le goût, mais l'amour qu'elle mettait dans les siens. Elle buvait le bouillon sans se plaindre, même quand il était brûlant. Elle ne semblait même pas sentir la chaleur. Le jeudi matin, je l'ai emmenée voir un médecin. Il faisait doux dehors,
mais elle portait une parka épaisse, un bonnet enfoncé jusqu'aux sourcils, des couches de vêtements la dissimulant presque entièrement. Dans la salle d'attente, elle grelottait encore. Les médecins n'ont rien trouvé d'anormal. Ils ont parlé de mauvaise circulation, ont prescrit des médicaments, et nous ont renvoyés chez nous. Rien d'autre à faire. Le vendredi, j'ai tout tenté. J'ai installé un chauffage d'appoint, trouvé une couverture plus épaisse, cherché des recettes pour lui faire des plats plus nourrissants. Rien ne changeait. Je l'entendais trembler à travers la porte. Elle ne sortait presque plus du lit, sauf pour aller aux toilettes, et même cela devenait rare. Le samedi matin, en entrant dans la chambre avec son petit déjeuner, je l'ai trouvée absente. Les couvertures étaient éparpillées sur le sol, formant un chemin jusqu'à la salle de bain. La douche était allumée. De la vapeur s'échappait sous la porte, transformant l'air déjà brûlant en une brume suffocante. J'ai frappé, appelé son nom, mais aucune réponse ne m'est parvenue. Le silence était assourdissant. J'ai forcé la porte. Elle était là, assise sous l'eau bouillante, la peau rougie, brûlée, des lambeaux de chair s'accrochant à ses épaules avant d'être emportée par l'eau. Elle ne savait plus depuis combien de temps elle était là. Elle ne savait même pas si elle serait sortie d'elle-même. Tout ce qu'elle savait, c'est qu'elle avait froid. Je l'ai sortie de la douche, l'ai soignée comme j'ai pu. Mais après ça, elle n'a plus voulu quitter la maison. La nuit suivante, elle a prié encore, mais ce qu'elle a dit m'a glacé le sang. Elle n'a plus appelé Dieu. Elle a maudit son nom, rejeté son amour. Elle a offert son âme au diable, à condition qu'il lui garantisse la chaleur. Le lendemain matin, je me suis réveillé au son familier de ses pas dans la cuisine, du cliquetis des ustensiles, du doux parfum d'un repas en préparation. Mais quand je suis entré, j'ai vu l'horreur. Sans un cri, sans une larme, elle s'est immolée. Assise au sol, recroquevillée, elle grelottait tandis que les flammes la consumaient. Aujourd'hui, je suis seul. Seul avec les cendres de ce que nous étions. Il ne me reste que le silence. Et je ressens ce qu'elle a ressenti, jusqu'à la fin. J'ai froid. Tu vois ces petites villes où tout le monde connaît tout le monde? Où le café local sert ses habitués dans des tasses marquées à leur nom, où chaque voisin tend volontiers la main à celui qui en a besoin, et où les générations se succèdent sans que rien ne semble jamais vraiment changer. C'est exactement l'endroit où j'ai grandi. Rustique, sans doute. L'accès à Internet y est incertain, et le rythme de vie semble figé dans le temps, mais c'est chez nous. C'est un lieu où la routine est une seconde nature et où les jours s'étirent paisiblement. Pourtant, si le quotidien semble immobile, une chose, elle, ne l'est jamais, les nuits. J'ai toujours vécu ici, et longtemps, je n'ai jamais imaginé vivre ailleurs. Mais il y a une particularité que tout le monde connaît et que personne ne remet en question. Tous les soirs, sans exception, à exactement 23h38, la ville se verrouille. Ce n'est pas juste une affaire de boutique qui ferme ou de rue qui se vide progressivement. C'est un vrai verrouillage. Les portes se ferment brusquement et sont barricadées, les fenêtres claquent sous l'impact des verrous que l'on verrouille en hâte, et chacun sait qu'il doit être à l'intérieur, bien à l'abri derrière ses murs. Ce qui suit est étrange. Personne ne voit jamais directement ce qui se passe dehors, mais tout le monde le ressent. Une présence, quelque chose qui erre dans les rues désertes et qui cherche à entrer. Dès que le silence s'installe, un poids invisible s'abat sur la ville, un étau d'angoisse qui semble suspendre le souffle de chaque habitant. Pendant exactement 12 minutes, il ne faut ni regarder, ni écouter, ni surtout tenter de comprendre ce qui rôde à l'extérieur. Et puis, aussi brusquement que tout a commencé, c'est fini. Je me suis toujours demandé pourquoi cela se produisait précisément à 23h38. Les anciens murmurent que c'est ainsi depuis toujours, sans qu'aucune explication ne soit jamais donnée. Personne ne cherche à remettre en question ce phénomène, et ceux qui osent s'aventurer au-delà des règles en paient le prix. La première fois que j'ai compris que ce n'était pas une superstition, j'étais encore enfant, peut-être 10 ou 11 ans. Je m'étais endormi tard après avoir lu mes bandes dessinées sous la couverture. Mes parents m'avaient averti comme tous les enfants du village, il fallait toujours être couché tôt et, surtout, ne jamais ouvrir une porte ou une fenêtre après une certaine heure.
Cette nuit-là, j'ai entendu un son étrange. Un bourdonnement profond, presque guttural, qui semblait vibrer à travers les murs de la maison. Curieux et inconscient du danger, j'ai soulevé le rideau et regardé dehors. Les rues étaient vides, mais quelque chose était là. Je ne saurais dire ce que c'était, car ce n'était ni humain, ni animal. Sa forme semblait instable, mouvante, comme si l'espace lui-même luttait pour le contenir. Chaque mouvement était maladroit, comme s'il n'avait pas le plein contrôle de son propre corps, et pourtant il avançait avec une précision implacable. Il émanait de lui une sensation indescriptible, un mélange de malaise et de terreur primitive, une impression de vide qui donnait l'illusion que l'air s'effondrait autour de lui. Je suis resté figé, incapable de détourner le regard, jusqu'à ce que la sensation disparaisse brusquement. Il était presque minuit, sans vraiment comprendre pourquoi, je me suis précipité sous mes couvertures sans dire un mot à mes parents. Pendant des années, je n'ai plus rien vu, mais le souvenir de cette nuit ne m'a jamais quitté. Chaque soir, à 23h38, je savais que cette chose était là. Les disparitions étaient fréquentes dans notre petite ville. Quand un étranger disparaissait, la police ouvrait une enquête, suivait les procédures. Mais quand c'était un habitant, l'affaire était rapidement classée. Il n'y avait ni interrogatoire ni recherche approfondie, seulement un silence pesant et un avertissement implicite. Ceux qui osaient poser trop de questions étaient simplement rappelés à l'ordre, il fallait suivre les règles. Je me suis toujours demandé pourquoi nous ne partions pas. Pourquoi nous acceptions cette menace nocturne comme une fatalité. Quand j'avais posé la question à mes parents, ils m'avaient simplement répondu que cela n'aurait servi à rien, que nous devions rester et supporter cela, que c'était plus sûr ainsi. Je n'avais jamais compris ces mots jusqu'à ce que je commette l'erreur qui a tout changé. C'était un soir comme un autre. Je m'apprêtais à aller me coucher quand j'ai réalisé que mon chat, Quincy, n'était plus à l'intérieur. En cherchant partout, j'ai fini par le voir dehors, marchant tranquillement sur le trottoir, inconscient du danger qui approchait. Il était 23h36. Le cœur battant, j'ai su que je n'avais pas le temps de réfléchir. Sans hésiter, j'ai couru dehors, attrapé Quincy et me suis précipité vers la maison. Mais alors que je refermais mes bras sur lui, une sensation glaciale m'a paralysé. Une ombre s'étendait sur la rue. Elle était différente cette fois-ci, plus massive, plus oppressante, comme si son existence même pesait sur l'air autour de moi. J'ai senti son regard se poser sur moi, et pendant un instant, j'ai compris pourquoi personne n'avait jamais raconté ce qui se trouvait dehors. Ce n'était pas seulement terrifiant, c'était inconcevable. J'ai voulu crier, mais aucun son n'est sorti de ma gorge. Quincy s'est débattu, a filé vers la maison, mais moi, j'étais coincé là, à fixer l'horreur en face de moi. Son corps semblait osciller entre plusieurs formes, chacune plus cauchemardesque que la précédente. Un bruit sourd a résonné dans la nuit, comme un battement de tambour funèbre, et mon instinct a pris le dessus. J'ai couru. Les ruelles sombres se sont refermées autour de moi tandis que la chose avançait, son mouvement anormal et dérangeant remplissant l'espace comme une marée invisible. Dans la panique, j'ai entendu des cris. Des voix humaines, tordues par l'effroi, se sont élevées avant d'être brutalement réduites au silence. J'ai fini par atteindre ma maison, la main tremblante sur la poignée. En fermant la porte derrière moi, j'ai senti une vague de chaleur m'envahir, un soulagement brutal. À l'extérieur, tout était redevenu silencieux. Cette nuit-là, j'ai pris une décision. Je suis parti. J'ai quitté la ville, j'ai trouvé un appartement dans une grande métropole, loin de ces nuits hantées. Je me suis persuadé que j'étais libre, que je l'avais laissé derrière moi. Mais la première nuit dans mon nouvel appartement, j'ai vérifié l'heure. 23h28, tout semblait normal. Puis à 23h38, j'ai senti un silence étrange s'installer, un calme trop parfait. Un bruit a retenti contre ma fenêtre. Un tapotement léger, comme un rappel. Quand j'ai écarté le rideau, je l'ai vu. Il était là, perché sur la rambarde de mon balcon, me fixant à travers la vitre. Il avait suivi mes traces, quitté la ville. Et alors, j'ai compris les mots de mes parents. Nous ne restions pas pour nous protéger. Nous restions pour le contenir.
Merci d'être resté jusqu'à la fin. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner et de partager vos propres histoires en commentaire. On se retrouve demain à la même heure devant ce feu.